Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler d'une posture de médecin généraliste croyant mais plus pratiquant et actuellement plutôt consultant en organisation des soins depuis quelques années. Je vous rassure, à l'époque, j'avais un DU médecine d'urgence, donc je peux être ici. Je vais vous parler aussi de la position du consultant qui a travaillé avec l'Agence régionale de santé sur un benchmark, un peu une réflexion sur qu'est-ce que c'est que les centres de soins non programmés. Puisque la question qui m'était posée, c'est en gros, c'est quoi? Alors, effectivement, je vais enfoncer quelques portes ouvertes initiales, mais on est dans le cœur du sujet aujourd'hui avec la parution du rapport de Thomas Meunier qui déjà fait vibrer Twitter et d'autres réseaux professionnels. On pourra en parler dans le débat. Mais effectivement, tout le monde est concerné par cette question des soins non programmés. Aujourd'hui, la démographie médicale n'est même pas sur cette diapositive parce qu'elle s'impose à tout le monde et qu'on voit bien que la réflexion organisationnelle du système est posée au travers de cette question, parce que les soins non programmés, c'est à la fois effectivement des difficultés à gérer une demande, mais cette demande a énormément changé et elle n'est pas d'ailleurs propre à la France. On a fait une recherche un petit peu internationale, on retrouve les mêmes problématiques dans d'autres pays et chaque pays réfléchit aux solutions sans en trouver une qui aujourd'hui peut être avancée comme un modèle qui fonctionne. Donc effectivement, il y a aujourd'hui une incapacité à prendre en charge l'ensemble des demandes de soins non programmés qui ont elles-mêmes beaucoup bougé en fait de la part des usagers, j'y reviendrai. Effectivement, aujourd'hui, il faut savoir que tout le monde en prend des soins non programmés. C'est important de le repréciser. Certes, il y a certainement des généralistes qui, du fait d'un planning difficile à organiser, sur rendez-vous, finissent par les refuser. Mais globalement, il y a un gros pourcentage de médecins généralistes qui cherchent à s'organiser pour les recevoir. Sauf que la plupart du temps, ils reçoivent les soins non programmés de leur patientèle. Donc on n'est pas dans la responsabilité populationnelle et territoriale, on y reviendra. C'est peut-être un élément majeur qui est en train de changer et qui fait le lien avec le discours précédent. Puis potentiellement, effectivement, aujourd'hui, comme il y a beaucoup de patients qui n'ont pas ou plus de médecins traitants à cause d'un départ en retraite non remplacé, etc., c'est que ça peut être des patients nouveaux qui arrivent dans des plannings et ça, c'est pas facile à prendre en charge. C'est-à-dire qu'on prend pas en charge aussi rapidement quelqu'un qu'on connaît que quelqu'un qui débarque et qu'on connaît pas. Et bien sûr, vous connaissez très bien la problématique du côté hôpital, puisqu'il y a une espèce d'attirance aussi pour l'hôpital, pour avoir tout de suite, rapidement, sur un même lieu, et qu'effectivement, l'hôpital, bien sûr, c'est pour ça qu'il y a ces vases communicants, essaye de pourvoir un petit peu aux difficultés, aux insuffisances de la médecine ambulatoire. Alors, pardon, je retourne en arrière. Alors, dans cette problématique-là, on a vu apparaître des centres de soins non programmés. Alors, le vocable est difficile parce que c'est parfois appelé différemment. Il y a plein de termes, centres de soins urgents, centres de premier recours, etc. En gros, on les a appelés comme ça dans notre travail. Et il y a effectivement des centres de soins non programmés sans plateau technique ou avec petit plateau technique. Et ça fait une différence, vous verrez dans la démonstration, ça fait une différence importante. Donc on voit bien qu'il y a une prise en charge classique des soins non programmés en ambulatoire, plus ou moins bien organisée selon les territoires. Il faut savoir qu'il y a dans certains territoires vraiment des organisations pensées entre professionnels qui d'ailleurs sont au démarrage de réflexions de type réseau, de professionnels et qui maintenant sont des communautés professionnelles qui se sont organisées pour prendre en charge des soins non programmés, voire même pour prendre en charge, par exemple, la sortie d'hôpital d'une personne qui n'a pas de médecin traitant, qui a besoin d'un suivi. Donc tout ça, c'est la ville. Au milieu, on voit apparaître, alors France entière, des centres qui remplissent cette fonction d'accueillir, la plupart du temps sans rendez-vous, ou du moins dans un rendez-vous dans la demi-journée, des soins non programmés. Et bien sûr, il y a l'hôpital. Alors, avec service d'urgence, et d'ailleurs avec ou sans circuit court, parce que c'est une notion importante, parce que dans le travail qu'on a fait, effectivement, on a rencontré aussi des services hospitaliers, et il n'y a pas toujours d'organisation de circuit court. Alors, décidément, qui va dans ces centres de soins non programmés? Globalement, c'est une population essentiellement d'actifs. Très clairement, c'est des gens qui veulent la consultation dans la journée, de manière effectivement à avoir un bilan assez concentré, si possible en dehors des heures travaillées ou compatible avec un début d'activité, un milieu ou une fin d'activité. Et les motifs de consultation sont très, très variables. Très variables, ça va de
de l'urgence effectivement potentiellement réelle, de la crise d'asthme, à l'infectiologie, à la brûlure, au malaise, à l'accident du travail. Donc ça, c'est effectivement le type de patient. Et globalement aussi, on voit apparaître des patients dits, entre guillemets, nomades. Mais je dirais plutôt parfois sans recours, puisqu'il n'y a plus de médecin traitant ou que le médecin traitant ou le secrétariat, qui souvent fait un blocage important, dit, le secrétariat, ah ben non, on n'a plus de place avant 3 jours. Alors, vous avez une réponse comme ça, effectivement, il faut... donc c'est pour ça que le nomade est entre guillemets, parce qu'il ne faut pas le voir de manière péjorative au niveau des patients. Alors, le niveau d'intégration des centres que nous avons rencontrés, il est extrêmement variable. Il n'y a vraiment pas toujours de régulation. Or, dans les pays où ça marche mieux, et je pense notamment en Suède, où il y a une approche territoriale pensée, il y a une régulation à l'échelle du territoire. Donc ça, c'est important. Or, dans ce qu'on voit, cette régulation n'existe pas ou peu. Et donc ça, c'est un vrai obstacle. La collaboration avec l'existant, elle n'est pas bonne aujourd'hui dans les centres de soins non programmés sur le territoire. Mais probablement parce que ce sont encore des objets pas très bien identifiés, en fait. On voit bien qu'effectivement, il faut définir ce cadre, qu'il y en a qui se lancent. Vous verrez les différents modèles après. Mais donc, il n'y a pas de vraie collaboration. Et même si parfois, il y a une collaboration, elle est souvent due au fait que des urgentistes quinquagénaires qui en ont un peu marre du rythme de travail dans les services d'urgence vont créer ce type de centre. Alors là, pour le coup, ça marche parce qu'ils ont leur propre réseau. On y reviendra aussi, ça, probablement dans le débat. Quant à la collaboration avec les médecins généralistes, si ça ne vient pas de médecins généralistes, elle est souvent difficile. Elle peut être préparée, mais si elle ne l'est pas, il y a un peu un blocage, parce que tout le monde est submergé de travail. Mais si vous mettez en place des organisations nouvelles, il y a toujours la peur de la concurrence. Enfin, ça, c'est le paradoxe. Mais ce paradoxe existe. Il faut faire avec. Pour moi, on n'est pas du tout dans un système à bout de souffle. On est dans un système qui doit changer d'organisation, ce qui n'est pas du tout pareil. Mais c'est un élément important. Et la communication avec les usagers, alors le rapport de Thomas Meunier il fait beaucoup allusion, elle est fondamentale parce qu'aujourd'hui, les gens sont paumés. Ils ne savent plus quoi faire, effectivement, et comment faire. Donc, ils s'organisent, parfois même avec leur réseau de connaissances. Et nous qui faisons aussi du travail avec des patients, on s'aperçoit que parfois, les patients, maintenant, ont souvent des gens du corps médical dans leur famille, parfois qui n'habitent pas du tout le même territoire, qui vont demander des conseils pour passer, etc. Et on voit aussi des gens qui se déplacent dans des endroits où ils vont avoir la réponse qu'ils estiment être la bonne réponse. Alors, on a vu 4 types de centres de soins non programmés. On a le modèle le moins lourd, entre guillemets, c'est le modèle libéral sans plateau technique. Souvent, c'est une petite équipe de médecins généralistes, souvent à proximité d'un cabinet d'imagerie et de biologie, parce qu'il y a une convention qui est passée pour pouvoir quand même amener quelques actes qui vont accélérer le diagnostic. Ça, c'est le premier modèle. Le deuxième, c'est un modèle qui se rapproche un peu, ça va vous parler, je pense pour certains, des cabinets de montagne. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avions fait, Accentis, le travail pour l'ARS Rhône-Alpes à l'époque des cabinets de montagne, donc on connaît bien le sujet. Et là, c'est l'agence Île-de-France qui nous a confié ce travail sur les centres de soins. C'est un modèle libéral avec un petit plateau technique, intégré ou semi-intégré. Et parfois, on a échographe, mais parfois, on a aussi de la radio. Alors, c'est souvent, effectivement, le modèle cabinet de montagne où il y a des autorisations. Et sur les îles, n'oublions pas, par exemple, où effectivement, il y a ce type de modèle, avec globalement aussi une équipe un peu plus étoffée, avec infirmières, par exemple, assistante médicale, secrétaire. Alors, parfois avec des modèles économiques qui jonglent un peu avec le permis, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, c'est compliqué, effectivement, d'avoir de salarier, par exemple, une infirmière quand on est une équipe libérale. Mais en fait, voilà, les gens se débrouillent. Ensuite, on a un modèle salarié avec un petit plateau technique. C'est souvent, effectivement, porté par un hôpital, un centre de santé, voire parfois, il y en a qui commencent à y penser, mais c'est assez rare, une collectivité. Et c'est à proximité d'un établissement porteur. On trouve aussi, éventuellement, le modèle après plus costaud, qui est bien sûr le plus difficile à faire tourner, qui est souvent une réadaptation d'un hôpital et de son service lors d'une fermeture d'un service d'urgence, par exemple, pour remplacer un service d'urgence. C'est effectivement là, le plateau technique est plus complet, il y a une habitude de travail, le gestionnaire et donc l'hôpital, et on a donc vous voyez ces types de modèles qui varient. Alors, ces types de modèles varient, et du coup, on a quand même remarqué que ces centres de soins non programmés répondent à 2 positionnements stratégiques. Il y a un positionnement qui est très centré ambulatoire, très centré ville. C'est comment
parce qu'il y a un besoin, une demande qui n'est pas remplie par la médecine ambulatoire, on crée, parce qu'on est des libéraux et qu'on a envie de le faire. Et il y en a qui ont envie de le faire. Il y a des jeunes généralistes qui sortent de leurs études, qui ont fait des passages dans les services d'urgence, qui aiment un peu ça, qui ont une appétence. Ils vont aller faire ça, par exemple. Et donc ça, c'est le modèle ambulatoire. Et donc il est plutôt organisé pour répondre un petit peu aux difficultés des soins primaires ou en support aux activités classiques. Et l'autre modèle, qui est plutôt pour désengorger les services d'urgence, avec des vraies réflexions de médecins urgentistes, d'administratifs et parfois d'institutionnels, comme l'ARS, qui se dit, ben voilà, soit on supplée à la fermeture d'un service, mais on ne peut pas rayer complètement, ça ne peut pas disparaître du territoire, et donc on crée ce type de structure. Donc ça, c'est important de voir ces deux positionnements stratégiques parce que, à vouloir les confondre, on pourrait dire, ben, on fait des centres de soins programmés dans tous nos hôpitaux et on répond à la question ambulatoire. Ça n'est pas sûr. Ça n'est pas sûr du tout d'avoir cette réponse. Il faut bien avoir ces deux schémas en tête. Excusez-moi, le sujet me passionne, donc je... Alors, par contre, en modèle budgétaire, on n'a pas du tout les clés aujourd'hui. Et donc, les modèles les plus costauds et plutôt salariés coûtent plus cher. Mais ça, c'est connu. Vous avez un centre de santé, ça coûte plus cher. En fait, ça coûte pas vraiment plus cher, mais le modèle est différent, donc les gens le font. Mais quand on est dans le modèle libéral, on peut avoir un équilibre économique, même si le modèle a un petit plateau technique. Dans le modèle salarié, c'est difficile aujourd'hui. C'est très difficile et se posent des vraies questions d'organisation. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'on a fourni un rapport plus complet que l'ARS a, mais globalement, effectivement, on a quand même trouvé que le niveau d'activité cible théorique permettant un équilibre était de 28 à 35 consultations par jour, avec un peu d'actes techniques. La suture, l'immobilisation, éventuellement un peu de bilan. Donc ça, ce sont des éléments importants. Je ne passe pas beaucoup de temps là-dessus parce que c'est technique et ce n'est pas le cœur du sujet. Alors, pour terminer cette présentation et pour laisser une large place au débat, les pistes de développement doivent être nécessairement territoriales. Ça a été abordé dans l'approche effectivement des politiques de santé territoriale autour des GHT, mais il se passe la même chose sur l'ambulatoire. Donc aujourd'hui, on ne doit pas laisser peut-être faire, je dis ça comme ça, c'est une prise de position, mais si on laisse, ça va fleurir. Et on a vu des centres très très différents, des centres lucratifs qui sont bien organisés pour faire effectivement du lucratif. Mais bon, pourquoi pas, ça existe dans le système, mais attention à ce que effectivement on intègre ça dans les évolutions qu'on veut impulser dans notamment l'accès aux soins pour tous sans perte de chance. Donc ça doit être territorial. Et on a en fait donc deux éléments. On a d'un côté une offre hospitalière. Alors j'exclus avec service d'urgence, puisque ce n'est pas mon sujet. Sans service d'urgence, un centre de soins non programmés, voire appelé centre de consultation de soins urgents, on trouvera des dénominations. Ça a du sens, ça a beaucoup de sens. Donc ça, c'est un des éléments. Et de l'autre côté de l'offre ambulatoire, on a deux types de modèles. Soit l'ambulatoire n'est pas organisé, et ben laissons éventuellement, suscitons même la création de ce type de centre par des libéraux, voire par des centres de santé salariés. Et si c'est organisé, attention à ne pas bousculer l'organisation, parce qu'on a aujourd'hui des outils, notamment la communauté professionnelle territoriale de santé, qui permet à certains de l'envisager. Et ça, c'est important parce que mettre un centre de soins non programmés alors que les gens réfléchissent à comment ils peuvent s'organiser, parce qu'il y a des modèles, ça ne sera pas avec un centre, ça sera avec une organisation pensée, un secrétariat territorial unique pour les soins non programmés, un planning partagé, peut-être du temps dédié par différents professionnels dans leur cabinet. Enfin voilà, donc il ne faut pas bousculer tout ça. Donc je pense que ça, c'est important et je pense que le message est en tout cas passé dans le rapport de Thomas Meunier, auquel nous avons pu contribuer comme l'agence d'ailleurs. Donc voilà, les deux modèles, pour résumer, c'est effectivement un portage différent et des missions différentes. Ne mélangeons pas. Je ne suis pas sûr que si on met un centre de soins non programmés en ambulatoire, on résolve le problème de l'engorgement des urgences. Enfin, on va peut-être y jouer un peu, mais vous avez tous dit que ça continue à monter. Donc ça continue à monter aussi en ville. Hein. C'est très important de le savoir. Et puis effectivement, il y a après des pistes importantes dans le portage, le territoire, les lieux d'implantation où il faut réfléchir. Et donc ça peut donner lieu aussi ça doit donner lieu à des accompagnements, à des aides, à des réflexions qui vont permettre effectivement d'aboutir au modèle. Dernière diapositive pour dire qu'il y a des questions, hein, plein de questions. D'ailleurs, elles sont peu développées dans le rapport de Thomas Meunier. Elles sont très aux financiers. C'est qu'aujourd'hui, comment vivent les centres? Vous savez, ils font la majoration urgence, mais si l'assurance maladie va fouiller là-dedans, c'était pas fait pour ça dans la convention. Donc, du coup, qu'est-ce qu'aujourd'hui, on peut interroger les positions en disant, effectivement, la majoration
Laquelle, comment, est-ce qu'on peut la faire uniquement si on fait que des soins non programmés? Donc, c'est le premier élément. Deuxième élément qui nous semble fondamental, ça c'est bien passé dans le rapport Thomas Meunier, c'est la question de l'équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'un centre de soins non programmés qu'avec des médecins généralistes, ça ne tournera pas comme ça pourrait tourner si il y a effectivement de la collaboration avec infirmières, et notamment des infirmières de pratique avancée. Aujourd'hui, le champ est ouvert pour y réfléchir aussi en ambulatoire. C'est un élément important. Et aussi, je pense, d'y mettre les étudiants. Je vous remercie.